Les mots prononcés par la voix claire et innocente d'une fillette de 11 ans tranchèrent le silence opulent du bureau panoramique. Madame, c'est la signature de mon papa. Léa se tenait au milieu de la vaste pièce, sa petite silhouette éclipsée par les baies vitrées qui dévoilaient la ville scintillante en contrebas. Son doigt était pointé vers le grand brevet encadré sur le mur, le document même qui avait fondé le milliardaire empire automobile Dubois. La PDG de l'entreprise, Hélène Dubois, leva les yeux de son bureau, le stylo en suspens au-dessus d'un contrat. Son front se plissa, non de colère, mais d'une confusion profonde. Son regard passa de la petite fille à l'agent d'entretien qui lavait le sol près de la fenêtre, le père de la fillette qui s'était figé sur place. Les jointures de Damien Archer étaient en blanche comme l'ivoire sur le manche de sa serpillière. Les mouvements circulaires et rythmés qu'il effectuait depuis 1 heure avaient complètement cessé. Il avait l'air pâle, terrifié, comme un fantôme qui venait de voir sa propre tombe. Il ne regardait pas Hélène. Ses yeux étaient rivés sur sa fille, une supplique muette et désespérée dans son regard. « Non, Léa, s'il te plaît, non !» Le regard d'Hélène suivit le doigt de Léa jusqu'au brevet. Elle le connaissait par cœur, brevet européen EP 738 914 B2. Fusion dynamique de capteurs pour l'évitement prédictif de collision. C'était la pierre angulaire de son entreprise, la technologie qui avait fait de Dubois Automobile un titan de l'industrie. Et en bas, la signature de l'inventeur, une écriture confiante et élégante qu'elle voyait tous les jours. Elle reporta son regard sur l'agent d'entretien. Une question froide et impossible commença à se former dans son esprit. « Ma chérie, qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Hélène, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu, essayant de démêler cette interruption bizarre. Léa, sans crainte, s'approcha du mur. « C'est sa signature, c'est celle de mon papa. Il signait mes cartes d'anniversaire de la même façon, avec cette petite boucle sur le A de Archer. » Le monde bascula. Damien sentit l'air lui manquer. Pendant 5 ans, il avait vécu dans l'ombre, un fantôme hantant les couloirs d'une entreprise bâtie sur son propre génie. Il avait pris ce travail humiliant et éreintant pour une seule raison. Le salaire était stable, suffisant pour garder un toit au-dessus de la tête de Léa et payer les frais de scolarité de la seule bonne école de leur quartier. Il avait bâti une forteresse d'invisibilité autour de lui et sa fille, en une seule phrase innocente et observatrice, venait de la raser. « Monsieur Archer, » dit Hélène, sa voix maintenant sèche, professionnelle. La PDG avait repris le contrôle. « Est-ce une sorte de plaisanterie ?» Damien arracha enfin son regard de Léa et le posa sur la femme la plus puissante de la ville. Il ne vit pas de méchanceté, mais une intelligence analytique acérée essayant de calculer une erreur dans le système. « Non, madame, bien sûr que non, » balbutia-t-il. « Léa, excuse-toi auprès de madame Dubois. On la dérange. » Il tira sur la manche de sa fille, essayant de l'entraîner, de se replier dans l'ombre, mais Léa tint bon. « Mais c'est vrai, papa. Regarde. » Hélène se leva. C'était une femme grande et imposante, et son tailleur sur mesure semblait rayonner d'autorité. Elle se dirigea vers le mur, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre poli. Elle examina la signature, un nom qu'elle n'avait jamais rencontré, le nom d'un brillant ingénieur à qui son père avait acheté ce brevet des années auparavant, juste avant de mourir. On lui avait toujours dit que l'homme était un reclus qui ne voulait rien avoir à faire avec le monde de l'entreprise. Puis elle se retourna et retourna à son bureau, son expression indéchiffrable. Elle tapa quelques touches sur son ordinateur, ses yeux balayant l'écran, le cœur de Damien martelait ses côtes. Il savait ce qu'elle faisait, elle consultait son dossier d'employé. Le silence s'étira, épais et suffocant. Le seul son était le faible bourdonnement de la climatisation du bâtiment. Damien sentait des gouttes de sueur couler dans son dos. C'était la fin. C'est comme ça que ça se terminait. Il serait renvoyé, mis sur liste noire, Victor Chevalier l'apprendrait et il viendrait les chercher. Il finirait ce qu'il avait commencé il y a 5 ans. L'imprimante d'Hélène s'anima, crachant une seule feuille de papier. Elle la ramassa et se dirigea vers Damien, ses yeux fixés dans les siens. Elle tint le papier à côté du brevet encadré. Dessus se trouvait une copie numérisée de son contrat de travail. En bas, sa signature, Damien Archer. Les 2 signatures, l'une sur un brevet d'1 milliard d'euros et l'autre sur le contrat d'un agent d'entretien, étaient identiques. Le A en boucle confiant, le T barré d'un trait vif et décidé. Elles étaient indéniablement, irréfutablement les mêmes. Hélène abaissa le papier. Son visage était un masque de choc contrôlé. L'histoire qu'on lui avait racontée toute sa vie, le fondement de l'héritage de son père et de sa propre carrière, était soudainement criblé de fissures. « Mes excuses, Léa, » dit Hélène, sa voix calme mais ferme, s'adressant directement à la fillette. « Tu as tout à fait raison, elles se ressemblent. » Elle tourna ensuite son regard d'acier vers Damien. « Mon bureau, maintenant. Léa, tu peux attendre ici avec mon assistante. » Le sang de Damien se glaça. C'était pire qu'un licenciement. C'était un interrogatoire. « Madame, c'est un malentendu, une coïncidence. »
Je ne crois pas aux coïncidences de cette ampleur, monsieur Archer, dit Hélène, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Mon bureau. Il regarda sa fille, qui semblait sentir la gravité soudaine de la situation, sa confiance antérieure remplacée par une lueur d'inquiétude. Il lui fit un faible sourire, rassurant, qu'il ne ressentait pas. Tout va bien, ma chérie. J'en ai pour une minute. Alors qu'il suivait Hélène Dubois dans son immense bureau immaculé, la lourde porte en chêne se refermant derrière eux avec un clic doux et final, Damien eut l'impression de marcher vers sa propre exécution. Il avait passé 5 ans à fuir son passé, et maintenant celui-ci l'avait finalement acculé au 50e étage. Il n'avait plus d'endroit où fuir. Le bureau était comme une cathédrale du pouvoir. Une seule lampe sur le bureau massif en acajou d'Hélène projetait une lueur chaude et intimidante, laissant les coins de la pièce dans l'ombre. La porte fermée isolait du reste du monde, créant une poche de silence troublant. Damien sentit son col se resserrer, son uniforme d'agent d'entretien ressemblant soudain à un costume pour un rôle qu'il n'avait jamais voulu jouer. Hélène Dubois ne s'assit pas derrière son bureau. Elle s'appuya contre le devant, les bras croisés, l'étudiant avec une intensité qui dépouillait de toute prétention. Elle n'était plus seulement sa patronne. Elle était un juge, et sa vie entière était en procès. « Je vais vous poser la question une fois de plus, monsieur Archer, commença-t-elle, sa voix basse et égale, mais portant une pointe d'acier trempé. Expliquez-moi, et n'insultez pas mon intelligence en appelant cela une coïncidence. » L'esprit de Damien s'emballa, cherchant une issue, un mensonge plausible. La peur, froide et aiguë, était une présence physique dans la pièce. Ce n'était pas seulement la peur de perdre son emploi, c'était la peur profonde et primale de Victor Chevalier. Victor l'avait enterré une fois. Il n'hésiterait pas à le refaire de façon permanente. Pour le bien de Léa, il devait garder le passé enfoui. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, mon nom est Damien Archer. Le nom de l'inventeur sur ce brevet est aussi Damien Archer. C'est un nom rare, je sais, mais ce n'est pas impossible. » Hélène le coupa d'un geste sec de la main. « Le nom n'est pas le problème. La signature l'est. L'écriture est comme une empreinte digitale. Les chances que 2 personnes différentes aient cette signature exacte, avec cette boucle exacte sur le A que votre fille m'y a souligné, sont astronomiques. Alors arrêtons de perdre du temps. » Elle fit un pas vers lui. « Mon père a acheté ce brevet il y a 5 ans. Il m'a raconté l'histoire. Il l'a acheté à un brillant ingénieur qui avait décidé de quitter le domaine. Un reclus qui voulait disparaître. Il a payé l'associé de l'homme, un certain Victor Chevalier, qui a géré toute la transaction. Mon père n'a même jamais rencontré l'inventeur. Il a juste signé les chèques. Maintenant, depuis 5 ans, je dirige une entreprise basée sur le travail d'un homme que je croyais être un fantôme. Et ce soir, je découvre que ce fantôme lave mes sols. Alors, vous allez me dire ce qui se passe. Vous allez me dire pourquoi le brevet fondateur de mon entreprise porte votre signature, et vous allez me le dire tout de suite. » Le nom de Victor Chevalier frappa Damien comme un coup de poing. L'entendre prononcer à voix haute dans ce bureau par cette femme brisa le peu de sang-froid qui lui restait. Les murs soigneusement construits autour de son passé s'effondrèrent en poussière. Les souvenirs, la douleur qu'il avait réprimée pendant 5 ans, revinrent en une vague de chagrin et de rage. Il s'effondra dans l'un des fauteuils en cuir en face de son bureau, son corps soudainement trop lourd pour se soutenir. Il enfouit son visage dans ses mains, ses épaules secouées de tremblements. Le combat était terminé. Il ne restait que l'épuisement et la douleur lancinante de ce qu'il avait perdu. Il n'a pas seulement pris le brevet, la voix de Damien était un murmure rauque, étouffé par ses mains. Il a tout pris. Hélène resta silencieuse, son expression passant de l'impatience à une curiosité intense et prudente. Elle reconnut le son d'une douleur authentique. Ce n'était pas une ruse, c'était une confession. Damien leva les yeux, ses yeux étaient rougis et hantés. Ma femme, elle s'appelait Élise. Elle était architecte, brillante. Elle voyait le monde en ligne et en angle, la beauté en tout. Un soir, nous rentrions à la maison, il pleuvait. Les routes étaient des glissantes. Quelqu'un a grillé un feu rouge. L'impact. C'était de son côté. Il s'arrêta, déglutissant difficilement contre la boule dans sa gorge. Hélène resta immobile, écoutant. La police a dit que c'était juste un accident. Mais la voiture, c'était un modèle haut de gamme. C'était censé être la voiture la plus sûre du marché, mais les systèmes de sécurité ont échoué. Les capteurs d'impact latéral, le déploiement de l'airbag, rien n'a fonctionné comme il se doit. Elle est morte dans mes bras avant même que les ambulanciers n'arrivent. L'histoire jaillit de lui maintenant, un torrent de chagrin contenu trop longtemps. Je ne pouvais pas laisser tomber. J'étais ingénieur, je concevais des systèmes de sécurité. J'ai obtenu les rapports d'accident, les spécifications de la voiture, j'ai trouvé la faille. Un minuscule mauvais calcul dans l'algorithme de fusion des capteurs. En cas de crise, le système était submergé et s'arrêtait. C'était une erreur fatale. Alors, j'ai démissionné. J'ai investi toutes nos économies, tout mon temps pour y remédier.
Je voulais construire quelque chose qui ne pourrait jamais échouer, quelque chose qui pourrait voir un accident avant qu'il ne se produise et protéger les gens à l'intérieur. Je l'ai appelé le système Ange Gardien. Il regarda le brevet sur le mur, une ironie amère tordant ses traits. Victor était mon associé, mon meilleur ami. Il s'occupait des affaires pendant que je travaillais au laboratoire. Nous allions changer le monde, sauver des vies. Mais il a reçu une offre énorme, de votre père. Le visage d'Hélène était pâle, elle commençait à comprendre. Je lui ai dit que ce n'était pas prêt, continua Damien, sa voix se brisant au souvenir de la trahison. J'avais besoin de 6 mois de tests supplémentaires. Je ne voulais pas le vendre. Je ne le faisais pas pour l'argent, je le faisais pour Élise, pour sa mémoire. Victor s'en fichait, il ne voyait que des signes d'euros. Nous nous sommes disputés. Le lendemain, je suis allé au laboratoire et les portes étaient verrouillées. Il m'avait tout pris, mes prototypes, mes données, tout. Il a utilisé une fausse procuration pour vendre le brevet à votre père, le déposant sous mon nom pour que la vente paraisse légitime. Puis il m'a accusé d'essayer de voler la technologie pour moi-même. Il a fabriqué des preuves, soudoyé un témoin. Il m'a qualifié d'instable, accablé par le chagrin d'espion industriel. Il a détruit ma réputation, personne ne voulait m'embaucher, personne ne voulait même m'écouter. J'ai perdu ma carrière, mes amis, l'héritage de ma femme. Il m'a enterré. Il regarda enfin Hélène, ses yeux la suppliant de comprendre la profondeur de son désespoir. J'ai pris ce travail parce qu'il ne me restait rien, parce que j'avais une fille à nourrir, et parce que chaque jour, je voulais voir la chose qui a détruit ma vie. Je voulais la regarder et me souvenir pourquoi je devais continuer à me battre pour Léa. Hélène s'enfonça dans son propre fauteuil derrière le bureau, son sang-froid se brisant enfin. L'histoire était monstrueuse. Elle était aussi horriblement plausible. Elle expliquait tout, l'inventeur reclus, le rôle commode de Victor Chevalier comme intermédiaire, l'ironie tragique de tout cela. Son entreprise n'était pas seulement construite sur un brevet, elle était construite sur l'âme d'un homme. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? À la presse ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Je l'ai fait, » dit Damien, un rire creux s'échappant de ses lèvres. C'était ma parole contre la sienne, la parole d'un ingénieur disgracié et instable contre un homme d'affaires charismatique et riche. Je n'avais aucune preuve, il avait tout détruit. Ils m'ont ri au nez. Hélène le fixa, son esprit reliant une douzaine de points d'information qu'elle n'avait jamais compris. L'agent d'entretien silencieux qui semblait toujours si triste, son amour féroce et protecteur pour sa fille. Et la signature sur le mur, un témoignage silencieux d'un crime resté impuni pendant 5 ans. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville que son entreprise avait aidé à construire. Une ville protégée par une technologie née du chagrin d'un homme, une technologie pour laquelle il n'avait jamais été crédité. « Ne venez pas travailler demain, monsieur Archer, dit-elle, le dos toujours tourné. Le cœur de Damien se serra. « Ça y est. S'il vous plaît, madame Dubois, j'ai besoin de ce travail pour ma fille. » Elle se retourna, et pour la première fois, il ne vit pas une PDG. Il vit une femme dont le monde venait d'être bouleversé. Ses yeux étaient remplis d'une fureur froide et bouillonnante qu'il réalisa n'était pas dirigée contre lui. « Vous ne travaillez plus pour moi comme agent d'entretien, Damien, dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Demain, vous et moi allons avoir une conversation, pas ici. Quelque part de privé, j'ai le sentiment que nous avons un monstre à trouver. » Damien sortit du bureau d'Hélène dans un état second. La lourde porte se referma derrière lui comme la porte d'un coffre-fort. Il se sentit étrangement vidé, comme si les 5 années de chagrin et de colère refoulées qu'il venait de déterrer avaient laissé un vide en lui. Léa sauta du canapé moelleux de la salle d'attente, son livre oublié. Son visage était marqué par l'inquiétude. « Est-ce que tout va bien, papa? Est-ce que je t'ai attiré des ennuis ?» Il s'agenouilla, serrant sa fille dans une étreinte féroce, enfouissant son visage dans ses cheveux. Il respira, son odeur familière de shampoing à la pomme et de copeaux de crayon. La seule chose dans sa vie qui semblait encore réelle. « Non, ma chérie, tu ne m'as pas attiré d'ennui. Tu as été courageuse, tu l'es toujours. » Il ne pouvait pas lui dire la vérité. Comment expliquer que sa simple et honnête observation avait ouvert une tombe, libérant des monstres qu'il avait tant essayé de garder enfermés? Il la serra juste plus fort, une promesse silencieuse de la protéger des retombées. L'assistante d'Hélène, une femme au visage aimable nommée Clara, lui lança un regard compatissant alors qu'il signait sa sortie. « Madame Dubois a dit que vous aviez les prochains jours de congé. Payé. Urgence familiale. » Damien hocha simplement la tête, la gorge trop serrée pour parler. Il prit la main de Léa et ils traversèrent les couloirs silencieux et vides de Dubois Automobile. Les logos étincelants sur les murs, les affiches de voitures primées. Tout semblait se moquer de lui. C'était son royaume, un lieu construit de son esprit et de son chagrin. Et il avait frotté ses sols à 4 pattes. Alors que lui et Léa prenaient le long trajet en bus pour rentrer chez eux, l'esprit de Damien était une tempête de peur et une lueur fragile et terrifiante d'espoir. Pendant 5 ans, il avait été seul avec son secret. Maintenant, quelqu'un d'autre le savait,
Pas n'importe qui, mais Hélène Dubois, une femme avec le pouvoir de le détruire complètement ou de lui donner la seule chose qu'il pensait avoir perdue pour toujours, une chance d'obtenir justice. De retour dans le penthouse, Hélène resta immobile dans son bureau longtemps après le départ de Damien. La confession résonnait dans la pièce silencieuse. Il a tout pris. L'histoire était un poison s'infiltrant dans les fondations de sa vie. Son père, un homme qu'elle vénérait, avait été un pion involontaire dans un crime monstrueux. L'entreprise dans laquelle elle avait mis toute son âme était un monument à ce crime. Les dispositifs de sécurité qu'elle vantait dans ses campagnes marketing, ceux qui sauvaient des vies chaque jour, étaient à l'héritage d'une femme nommée Elise Archer, un héritage volé par un prédateur. Son chagrin pour la perte de Damien était réel et aigu, mais il se forgeait rapidement en quelque chose de plus dur, de plus froid. C'était de la rage, une fureur glaciale et calculée. Victor Chevalier n'avait pas seulement détruit Damien Archer, il avait ridiculisé son père, il avait fait d'elle une menteuse. Elle prit son téléphone et passa un appel. « Marc, c'est Hélène. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi de manière non officielle. Je veux tout ce que tu peux trouver sur un homme nommé Victor Chevalier, PDG d'Apex Dynamics. Et je veux tout savoir sur la vente originale du brevet 7 138 914. Peu importe la profondeur de tes recherches. Je veux savoir qui a été payé, comment ils ont été payés et où l'argent est allé. Et Marc, personne ne doit savoir que tu fais ça. Pas même mon conseil d'administration. » Le lendemain après-midi, le téléphone de Damien vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Parc des Buttes-Cochaumont, kiosque près de l'étang. 15 heures. Venez seul. Il savait de qui il s'agissait. Le parc était un espace public neutre, impossible à mettre sur écoute, facile à surveiller. C'était un choix intelligent. Quand il arriva, Hélène Dubois était déjà là, assise sur un banc à l'intérieur du vieux kiosque en bois. Elle n'était pas en tailleur de pouvoir, mais en simple jean et manteau sombre, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle ressemblait moins à une PDG qu'à une personne ordinaire. Mais ses yeux avaient toujours cette même intelligence féroce. « Merci d'être venu », dit-elle alors qu'il s'asseyait sur le banc d'en face, une distance prudente entre eux. « Vous avez dit que vous vouliez parler ?» répondit Damien, la voix tendue. « C'est le cas », dit-elle, son regard direct. « La nuit dernière, j'ai demandé à mon chef de la sécurité, un homme en qui j'ai une confiance absolue, de faire une vérification approfondie sur Victor Chevalier. Ce que j'ai trouvé rend votre histoire encore plus crédible. Il a un passé de prise de contrôle hostile, d'éviction de partenaires de start-up. Il a été poursuivi une demi-douzaine de fois, mais il règle toujours à l'amiable, enterrant les accusations sous des accords de non-divulgation. Il est malin et il est prudent. » Elle se pencha en avant, sa voix baissant. « Damien, je vous crois, chaque mot. Ce qu'il vous a fait à la mémoire de votre femme, c'est impardonnable, et il l'a fait avec l'argent de ma famille. Cela en fait aussi mon combat. » Une vague de soulagement si profonde qu'elle faillit le faire plier submergea Damien. Il n'était pas fou, il n'était pas seul. Que pouvons-nous faire? Il a détruit toutes les preuves. C'est ce qu'il croit, le corrigea Hélène. Les hommes comme Chevalier, les hommes animés par un pur ego, font toujours des erreurs. Ils gardent des trophées. Ils deviennent sa négligent. Nous devons juste trouver le fil qui dépasse, celui qu'il a manqué. Nous devons trouver quelque chose qu'il n'a pas pu détruire. Quelque chose qui le lie directement au vol. Une trace écrite, un vieil email, un témoin, n'importe quoi. Damien fouilla dans son esprit, passant au crible les décombres de son passé. Les carnets de laboratoire, les sauvegardes de serveurs, les prototypes. Victor avait été méticuleux. Il avait fait nettoyer le laboratoire par des professionnels, tous les enregistrements numériques effacés. « Le laboratoire ?» dit Damien lentement, un souvenir s'agitant. C'était un vieil entrepôt. Après que Victor m'ait mis dehors, il l'a gardé pendant un autre mois avant la démolition. Il a dit qu'il se débarrassait de matières dangereuses. Il détruisait les preuves. « Et vous pensez qu'il aurait pu manquer quelque chose ?» insista Hélène. « Je ne sais pas, mais il y avait un homme, le contremaître de l'équipe de démolition. Il s'appelait Rousseau, un homme honnête. J'ai essayé de lui parler à l'époque pour qu'il me laisse entrer récupérer quelques effets personnels. Il a refusé. Il a dit que les ordres de Chevalier étaient absolus, raser le bâtiment et tout ce qu'il contenait. Mais il avait l'air coupable. Il savait que quelque chose n'allait pas. » Les yeux d'Hélène s'illuminèrent d'un feu stratégique. Un témoin, quelqu'un qui a vu ce que Chevalier était si désespéré de cacher. Savez-vous où le trouver ? Je pense que oui, dit Damien, les rouages de son esprit se mettant en marche pour la première fois en 5 ans, non avec chagrin, mais avec un but. Il avait une fille malade, je me souviens lui en avoir parlé. Il disait qu'il travaillait dans la démolition pour payer ses frais médicaux. Je peux peut-être le retrouver via les dossiers de l'hôpital. Bien, dit Hélène, un sourire sombre effleurant ses lèvres. C'est notre première étape. Trouver Rousseau. Elle se leva, remontant son col contre le froid automnal. Damien, vous devez comprendre quelque chose, c'est dangereux. Chevalier n'est pas seulement un voleur d'entreprise, il est impitoyable. S'il découvre que nous fouillons, il s'en prendra à nous, il s'en prendra à vous et il s'en prendra à Léa.
La mention de sa fille envoya un frisson dans le dos de Damien qui n'avait rien à voir avec le temps. Il regarda Hélène dans les yeux, sa propre détermination se durcissant en acier. « Il m'a déjà tout pris une fois », dit Damien, sa voix basse et stable. « Je ne le laisserai pas recommencer. Je ferai tout ce qu'il faudra. » Alors qu'Hélène s'éloignait, disparaissant dans la foule du parc, Damien resta dans le kiosque, un plan commençant à se former. L'espoir était une chose dangereuse, mais pour la première fois depuis très très longtemps, il sentit sa chaleur se répandre en lui. Il ne remarqua pas la voiture noire garée de l'autre côté de la rue, ni l'homme au volant qui abaissait un appareil photo avec un téléobjectif, une photographie de la PDG et de l'agent d'entretien maintenant enregistrée sur une carte mémoire. Victor Chevalier avait été alerté au moment où le chef de la sécurité d'Hélène avait commencé à creuser et il les avait déjà mis sous surveillance. Dans un bureau de verre fumé et de chrome noir qui surplombait la ville sous un angle différent, plus acéré, Victor Chevalier fixait l'image sur sa tablette. La photographie était d'une clarté cristalline. Hélène Dubois et Damien Archer, assis sur des bancs opposés dans un kiosque public, leurs expressions sombres et conspiratrices. L'agent d'entretien et la PDG. Un sourire lent et froid s'étala sur le visage de Victor. Il n'était pas surpris. Il avait bâti son empire, Apex Dynamics, sur le simple principe que tout le monde avait une faiblesse. Celle d'Hélène était l'héritage de son père, celle de Damien était sa fille. Et tous deux souffrirent d'une croyance stupide et sentimentale en la justice. « Alors, le fantôme parle », murmura Victor à la pièce vide. Il fit glisser l'écran vers le fichier suivant, un rapport détaillé de son équipe de sécurité. Il détaillait l'enquête non officielle d'Hélène sur son passé et la vente du brevet. C'était maladroit, prévisible. Il avait passé des années à construire une forteresse numérique autour de cette transaction, l'enterrant sous des couches de société écran et de pare-feu juridique. Mais Damien n'était différent. Il n'était pas un fichier à supprimer. Il était une affaire non classée. Victor avait supposé que 5 ans de pauvreté et de disgrâce l'auraient complètement brisé. Le voir maintenant rencontrer Hélène Dubois signifiait que l'esprit de l'homme n'avait pas été éteint. Il avait simplement été en sommeil. Une erreur, dit doucement Victor, son sourire disparaissant. Il avait laissé Damien vivre, se vautrer dans sa misère. Il l'avait vu comme une punition poétique appropriée. Maintenant, il voyait ce que c'était. Une erreur stratégique. Une erreur qui devait être corrigée. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Il commence à devenir un problème », dit Victor, sa voix dépourvue d'émotion. « Je veux que vous lui envoyiez un message, quelque chose de personnel. Rappelez-lui ce qu'il a encore à perdre. » Pendant ce temps, Damien était un homme possédé. Pour la première fois en 5 ans, le brouillard du deuil s'était levé, remplacé par la concentration électrique et aiguë d'une mission. Il déposa Léa à l'école, promettant de venir la chercher pour une visite surprise au musée des sciences l'après-midi. Un endroit qu'il n'avait pas pu se permettre depuis des années, grâce à l'avance qu'Hélène lui avait donnée. Puis, il se rendit à la bibliothèque publique. Il ne pouvait pas risquer d'utiliser son ordinateur personnel. Il passa des heures penché sur un terminal. Un fantôme d'une vie passée se réveillait. L'ingénieur en lui, le chercheur méticuleux, prit le dessus. Il chercha dans de vieilles bases de données syndicales les équipes de démolition actives il y a 5 ans. Il croisa les noms avec les registres hospitaliers publics, cherchant un contremaître nommé Rousseau, avec une fille ayant subi un traitement de longue durée. La recherche était un labyrinthe frustrant d'impasses et d'informations obsolètes. Mais Damien était implacable. Il se souvint que Rousseau avait mentionné que sa fille avait une maladie sanguine rare. Il affina sa recherche au service d'hématologie pédiatrique. Après 4 heures de travail acharné, un nom apparut enfin à l'écran. Isabella Rousseau, traitée à l'hôpital Necker Enfants Malades, père François Rousseau. Le dossier indiquait une dernière adresse connue dans une banlieue pavillonnaire à 1 heure de la ville. Damien sentit une décharge d'adrénaline. Il avait une cible. Il imprima l'adresse, son cœur battant d'une énergie nerveuse qu'il n'avait pas ressentie depuis les anciens jours au laboratoire. Ce soir-là, alors qu'il montait le trottoir fissuré vers son petit immeuble, un sentiment de malaise l'envahit. La porte d'entrée de l'immeuble, habituellement verrouillée, était légèrement entr'ouverte. Il la poussa prudemment. Tout semblait normal. Mais quand il atteignit son propre appartement au 2e étage, il le vit. La serrure était rayée. Le bois autour du pêne dormant était éclaté, comme si quelqu'un avait essayé de forcer l'entrée puis s'était ravisé. Son sang se glaça. Il chercha ses clés, les mains tremblantes, et déverrouilla la porte. Il entra, ses yeux balayant le petit salon. Rien ne semblait déplacé. Le vieux canapé, la petite télévision, la pile de livres de bibliothèque de Léa sur la table basse, tout était exactement comme il l'avait laissé. Ce n'était pas un cambriolage, c'était quelque chose de pire. Il entra lentement dans la chambre de Léa, et c'est là qu'il le vit. Sur son lit, soigneusement fait, en plein centre de son oreiller, se trouvait son animal en peluche préféré. Un vieil ours en peluche usé, nommé Barnabé. Mais quelque chose n'allait pas. L'œil droit de Barnabé, un bouton en plastique noir, manquait.
Il avait été soigneusement, délibérément arraché. Damiens resta figé dans l'embrasure de la porte, une peur primale et suffocante l'étreignant. Rien d'autre dans la pièce n'avait été touché. Le message était d'une précision chirurgicale. Nous étions là. Nous pouvons l'atteindre. Nous pouvons lui enlever les choses qu'elle aime. C'était la signature de Victor, une menace livrée non pas avec un cri, mais avec un murmure froid et cruel. La peur dura un instant, puis elle fut consumée par une rage blanche et aveuglante. Il ne s'agissait plus de brevets ou d'argent, il s'agissait de sa fille. Victor avait franchi une ligne. Le lendemain matin, Damiens conduisit une voiture de location, payée en espèces par Hélène, jusqu'à l'adresse qu'il avait trouvée. C'était une petite maison modeste avec une pelouse bien entretenue. Un homme à l'air fatigué, dans la cinquantaine, était sur le porche en train de réparer une charnière qui grinçait sur la moustiquaire. « François Rousseau ?» demanda Damiens, sa voix stable malgré le tremblement d'adrénaline en lui. L'homme leva les yeux. Ses yeux las et tristes s'écarquillèrent au de reconnaissance puis se rétrécirent de peur. « Je ne vous connais pas, dit-il, sa voix rauque. Il se retourna immédiatement vers la charnière. « Si, vous me connaissez, dit Damiens, montant sur le porche. Il y a 5 ans, la démolition de l'entrepôt. Vous étiez le contremaître. Nous avons parlé. » Rousseau laissa tomber son tournevis. Il cliqueta sur les planches de bois. « Vous devez partir, dit-il, sa voix un grognement sourd. Maintenant, je n'ai rien à vous dire. » « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, François, dit Damiens, sa voix s'adoucissant. Je me souviens que vous m'avez parlé de votre fille, Isabella. Comment va-t-elle? Partenaire? Il se tourna enfin pour partenaire. Il se tourna enfin pour faire face à Damiens, son visage un mélange de peur et de ressentiment de longue date. Cet homme, chevalier, il m'a payé beaucoup d'argent pour que je me taise. Il a payé le traitement de ma fille. Il m'a dit que si jamais je disais un mot de ce que j'ai vu dans cet entrepôt, l'argent s'arrêterait et ma fille en serait exclue du programme. Il a dit que des choses plus pires arriveraient. Vous comprenez? J'ai une famille à protéger. Il a menacé ma fille, hier, dit Damiens, sa voix plate et froide. C'est pourquoi je suis ici. Il ne s'arrêtera pas. Pas à moins que nous l'arrêtions. J'ai juste besoin que vous me disiez ce que vous avez vu, François. J'ai besoin d'une preuve. Rousseau regarda au-delà de Damiens, ses yeux balayant la rue de banlieue tranquille comme s'il s'attendait à voir les sbires de Victor apparaître à tout moment. Il laissa échapper un long soupir tremblant, le souffle d'un homme qui le retenait depuis 5 ans. C'était un maniaque, murmura Rousseau, sa voix tremblante. Ce n'était pas une démolition, c'était une extermination. Il avait sa propre équipe là-dedans pendant 2 jours, avant même que nous commencions. Il déchiquetait des documents, brisait des disques durs à coups de masse, passait des chalumeaux sur des prototypes en métal. Il les surveillait comme un faucon. Il voulait que chaque trace de votre travail soit réduite en poussière et en cendres. Le cœur de Damiens se serra. C'était exactement ce qu'il craignait. Alors, il ne reste rien. Je n'ai pas dit ça, dit Rousseau, ses yeux revenant vivement sur Damiens. Il sembla prendre une décision. Cet homme est un monstre. Il a utilisé la vie de ma fille pour acheter mon silence. Je ne suis pas un homme courageux, Archer, mais je ne suis pas un lâche non plus. Il se dirigea vers le coin du porche et souleva une lame de plancher lâche. De l'espace sombre en dessous, il sortit un paquet poussiéreux enveloppé dans de la toile cirée. Il le déballa soigneusement sur la rampe du porche. Le dernier jour, après que son équipe soit partie, je faisais un dernier tour, dit Rousseau, sa voix à peine audible. Quelque chose était tombé derrière une lourde chaudière, il l'avait dû manquer. Il finit de déballer le paquet. À l'intérieur se trouvait un petit disque dur externe à boîtier métallique. Il était cabossé, bosselé et noirci de suie, avec une profonde entaille sur sa surface. Il ressemblait à un déchet. Ces sbires ont essayé de le détruire. Mais ce truc est de qualité militaire, dit Rousseau en tapotant le boîtier en ruine. Ils ont probablement pensé qu'ils en avaient fait assez. Je l'ai trouvé. Je ne sais pas si quelque chose a survécu dessus, mais je l'ai gardé comme assurance. Ou peut-être parce que ma conscience ne me laissait pas le jeter. Il poussa le disque dur en ruine sur la rampe vers Damiens. « Tenez, prenez-le. Et pour l'amour de Dieu, soyez prudents. Si Chevalier découvre que je vous ai parlé, il nous brûlera tous. » Damiens quitta la maison de François Rousseau avec le disque dur endommagé reposant sur le siège passager comme une bombe à retardement. Il était lourd d'une manière qui dépassait son poids physique. C'était le poids de 5 ans de silence, de la culpabilité d'un père et du chagrin d'un mari. C'était soit la clé de son salut, soit un morceau de métal inutile qui représentait son dernier espoir déçu. La première chose qu'il fit fut d'appeler Hélène. Il se gara dans une rue calme, sa main tremblant encore légèrement de la rencontre avec Rousseau et de la menace glaçante envers Léa. « J'ai quelque chose, dit-il, sa voix basse et urgente dès qu'elle décrocha. J'ai trouvé Rousseau, il m'a donné un disque dur. L'équipe de Chevalier a essayé de le détruire, mais Rousseau l'a sauvé. Il est en mauvais état, Hélène, vraiment mauvais. » Il lui raconta ensuite l'histoire de l'ours en peluche, sa voix se brisant d'un mélange de peur et de fureur. « Il est entré dans la chambre de ma fille. Il envoie un message. De vous sous-estimer. La deuxième est de vous sous-estimer. La deuxième est de penser qu'il peut me faire peur.
Son ton changea, devenant purement professionnel. Ne rentrez pas chez vous. N'allez nulle part en public. J'ai un appartement de fonction que j'utilise pour la récupération de données sensibles. Son nom est Gaspard, c'est le meilleur, un fantôme numérique. Il travaille dans un vieil atelier de réparation électronique dans le quartier industriel. C'est une façade, je vous envoie l'adresse maintenant, je vous y rejoins dans 1 heure. Et Damien, restez à l'écart des grands axes. L'adresse qui apparut sur son téléphone le conduisit à un coin crasseux et oublié de la ville. Gaspard Electronic Vintage lisait l'enseigne délavée. La vitrine était remplie de téléviseurs à tubes poussiéreux et de radios obsolètes d'une époque révolue. On aurait dit un endroit où la technologie venait mourir. Une petite cloche tinta lorsque Damien entra. L'homme derrière le comptoir était une étude de contraste. Il était jeune, pas plus de 30 ans, avec une tignasse de cheveux violets vifs et une série de tatouages complexes qui montaient le long de son cou. Mais ses yeux étaient anciens et perçants, ne manquant rien. Ce devait être Gaspard. « Vous devez être l'ami de la collectionneuse », dit Gaspard, sa voix à un bourdonnement grave et rauque. C'était clairement un code. « Elle m'a envoyé », confirma Damien, plaçant le disque dur mutilé sur le comptoir. Gaspard le ramassa, ses doigts tatoués, étonnamment doux. Il le retourna, examinant la profonde entaille dans le boîtier noirci de suie, avec l'œil avisé d'un chirurgien inspectant une blessure. Quelqu'un voulait vraiment que ça reste mort. Juste à ce moment, Hélène Dubois entra, la cloche tintant à nouveau. Elle était habillée simplement une fois de plus, mais sa présence semblait aspirer l'air de la petite boutique encombrée. « Pouvez-vous le sauver ?» demanda-t-elle à Gaspard, sa voix allant droit au but. Gaspard emporta le disque dur vers un établi à l'arrière qui ressemblait moins à un poste de réparation qu'à une salle d'opération high-tech. Il brancha une série de câbles dans les ports endommagés, les yeux fixés sur une batterie de moniteur. Des lignes de code défilaient rapidement sur un écran. Un autre montrait un schéma de diagnostic complexe des plateaux internes du disque. Le boîtier est de qualité militaire, comme vous l'avez dit, songea Gaspard, ses doigts volant sur un clavier. Mais l'impact a causé de sérieux dommages à l'ensemble de la tête de lecture. Les plateaux eux-mêmes pourraient être intacts. C'est comme essayer de lire un livre avec une loupe cassée dans le noir. Ça va être lent, très lent. À quel point lent ? Insista Damien, son anxiété montant. Si les données sont toujours là, et c'est un grand si, dit Gaspard sans lever les yeux de son écran, je pourrais peut-être commencer à extraire des fichiers cohérents dans 24 à 48 heures. Je devrais reconstruire le système de fichiers à partir de 0. Je vous appellerai dès que j'aurai quelque chose. Le jour suivant fut le plus long de la vie de Damien. Il garda Léa à la maison, lui disant que l'école avait un problème de plomberie, un mensonge qui semblait fragile et transparent. Ils passèrent la journée au musée des sciences comme promis. Mais Damien ne pouvait pas se concentrer. Il observait chaque personne qui s'attardait près d'eux, chaque voiture qui passait trop lentement. La menace de Victor avait transformé le monde entier en un paysage de danger potentiel. Il voyait des menaces dans chaque ombre. Il avait explicitement prévenu Léa ce matin-là, faisant passer ça pour un jeu. « Il y a une nouvelle règle pour un moment », avait-il dit, sa voix artificiellement légère. « Personne ne vient te chercher à l'école sauf moi. Jamais. Même s'ils disent que je les ai envoyés. Même s'ils connaissent ton nom, c'est notre règle secrète. D'accord ?» Léa, sentant le sérieux sous son ton, avait simplement hoché la tête. L'appel de l'école arriva à 15h15, juste au moment où il se préparait à partir pour la chercher. C'était son institutrice, Madame Gable, et sa voix était tendue d'alarme. « Monsieur Archer, c'est Carol Gable. Il vient de se passer quelque chose ici. Je pense que vous devez venir immédiatement. » Le cœur de Damien s'arrêta. « Est-ce que Léa va bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Elle va bien. Elle est en sécurité avec moi dans la classe, » dit rapidement Madame Gable, mais un homme vient d'essayer de venir la chercher. Il est venu à l'accueil, a dit que vous étiez coincé en réunion et que vous l'aviez envoyé. Il connaissait son nom, votre nom. Il était très convaincant, mais Léa, elle a fait exactement ce qu'elle devait faire. Elle a appliqué votre règle, elle a refusé de l'accompagner et a couru directement vers moi. L'homme est parti avant que nous puissions appeler la sécurité. Damien était déjà dehors avant que Madame Gable ait fini de parler. Une terreur aveugle et froide le propulsant en avant. Il grilla tous les feux rouges pour se rendre à l'école. Il trouva Léa dans sa classe, assise à côté de son institutrice, le visage pâle, mais l'expression pleine de défi. Il la souleva dans ses bras, la serrant si fort qu'elle grogna de protestation. « Tu as été si forte, ma chérie », murmura-t-il dans ses cheveux, sa voix épaisse d'une terreur qu'il ne pouvait cacher. « Tu as été si intelligente, si courageuse. » Il la raccompagnait à la voiture, son bras protecteur autour de ses épaules, le monde semblant fragile et hostile autour d'eux. Il était un agent d'entretien. Victor Chevalier était un milliardaire. Comment pouvait-il la protéger d'un homme aux ressources illimitées et sans conscience? Il sentit une vague d'impuissance si profonde qu'elle faillit le mettre à genoux. C'est dans ce moment de désespoir que son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Il faillit l'ignorer, mais un instinct le poussa à répondre. « Allô ?
Je l'ai. La voix était basse, rauque et électrique d'excitation. C'était Gaspard. Ça m'a pris toute la nuit, mais j'ai contourné les secteurs endommagés et reconstruit l'index primaire. C'est fragmenté, mais c'est là. Damien, j'ai trouvé un fichier vidéo. Un fichier vidéo ? Répéta Damien, la voix tendue. Le monde sembla se réduire à la voix, au téléphone, et à la petite main de sa fille serrant la sienne. La peur pour Léa et l'espoir soudain et choquant des mots de Gaspard luttant en lui. Qu'y a-t-il dessus ? Je ne peux pas encore le dire, c'est corrompu. La lecture est fragmentée. Mais je peux voir deux silhouettes se disputer dans ce qui ressemble à un laboratoire. C'est l'audio que j'essaie de restaurer maintenant de Yachesedadia, dit Gaspard. Vous devez voir ça, mais ne venez pas ici. L'amie de la collectionneuse, elle a dit que vous étiez surveillé. Ma boutique est clean, mais je n'aime pas les visiteurs quand le four est allumé. Damian comprit. Il raccrocha et composa immédiatement le numéro d'Hélène. Il expliqua la tentative d'enlèvement et la découverte de Gaspard dans un torrent de mots chuchotés et frénétiques. Il a essayé de la prendre, Hélène, il s'en est pris à ma fille. De fonction, une planque, entièrement de fonction, une planque entièrement approvisionnée. C'est un fantôme dans les registres de la ville. Personne ne sait que je l'ai. Je vous envoie l'adresse. Emmenez-y Léa maintenant. Je vous rejoins dans 30 minutes. L'appartement se trouvait au 20e étage d'une tour résidentielle discrète et anonyme. Il était élégamment meublé mais semblait stérile, inhabité. Pour Léa, c'était une grande aventure. Pour Damien, c'était une cage dorée. Il verrouilla et bloqua la porte, ses yeux balayant la rue en bas, cherchant la voiture noire qu'il voyait maintenant partout. Hélène arriva 20 minutes plus tard, non pas avec une mallette, mais avec un ordinateur portable crypté robuste et une expression de détermination sombre sur son visage. Elle s'agenouilla d'abord au niveau de Léa. « C'était une chose très courageuse que tu as faite aujourd'hui, Léa, » dit Hélène, sa voix chaude et sincère. « Ton père est très fier de toi. » « Moi aussi. » Elle tendit ensuite à Léa une tablette qu'elle avait apportée. « Je l'ai remplie de tous les jeux et films que tu pourrais vouloir. Pourquoi n'irais-tu pas explorer la chambre ? Nous avons des trucs d'adultes ennuyeux à discuter. » Dès que Léa fut hors de vue, le comportement d'Hélène redevint la fureur froide que Damien avait vue dans son bureau. Gaspard se connecte via un réseau sécurisé et anonyme. Il est prêt à diffuser le fichier. Elle installa l'ordinateur portable sur la table de la salle à manger. Un instant plus tard, le visage de Gaspard apparut dans une petite fenêtre, l'air fatigué mais exalté. « Bon, les enfants, dit-il, sa voix métallique à travers les haut-parleurs, voyons ce qu'on a déterré. La vidéo provient d'une caméra de sécurité de laboratoire, horodatée d'il y a 5 ans. L'audio était un désastre, mais j'ai réussi à isoler les pistes vocales. Je l'envoie maintenant. Ce que vous allez voir, c'est une séquence brute. Un lecteur vidéo remplit l'écran. L'image était granuleuse, en noir et blanc. L'angle élevé, depuis le coin d'une pièce que Damien connaissait aussi bien que sa poche. C'était son ancien laboratoire, et ils étaient là, deux silhouettes, des versions plus jeunes et plus en colère de lui-même et de Victor Chevalier. La vidéo fut silencieuse un instant alors que les deux hommes gesticulaient sauvagement, puis l'audio crépita. « Je ne peux pas le vendre, Victor. »« Ce n'est pas prêt ?» Sa propre voix, rauque de désespoir, remplit l'appartement. « C'est pour Élise. » Le visage de Victor, capturé dans la séquence granuleuse, était un masque de cupidité reptilienne. « Élise est morte !» gronda-t-il, les mots dégoulinants de venin. « Ce n'est pas un mémorial, c'est une mine d'or. Je ne laisserai pas ta sentimentalité se mettre en travers d'un contrat d'1 milliard de dollars. » Damien tressaillit comme s'il avait été frappé, les mots aussi douloureux maintenant qu'ils l'avaient été alors. À côté de lui, les mains d'Hélène se crispèrent en poings serrés sur la table. Le Damien à l'écran suppliait « C'est mon travail. Mon nom ? Tu ne peux pas. » « Ton nom ?» Victor rit, un son cruel et laid. « Ton nom est sur le point de devenir de la boue. J'ai déjà préparé le terrain, j'ai des emails montrant ton comportement erratique. J'ai un témoin qui témoignera que tu as essayé de vendre nos recherches à un concurrent. Quand j'en aurai fini, tout le monde dans cette industrie pensera que tu es un imbécile instable et en deuil qui a tenté de commettre de l'espionnage industriel. Je te détruirai, Damien. Je te ruinerai si complètement que personne n'écoutera plus jamais un mot de ce que tu diras. Cette invention, le petit hommage de ta femme, c'est à moi maintenant. » La finalité, le mal pur et prémédité dans ces mots, flottait dans l'air. La vidéo se termina par Victor se jetant en avant, poussant violemment le Damien à l'écran contre un établi. La caméra trembla violemment et l'image se coupa en statique. Silence. Le seul son dans la pièce était un sanglot doux et étouffé. Damien se tourna. Hélène Dubois fixait l'écran, son visage pâle, son sang-froid complètement brisé. Des larmes coulèrent sur son visage, silencieuses et irrépressibles. Ce n'étaient pas des larmes de pitié, c'étaient des larmes d'une rage profonde et bouleversante, de culpabilité, d'un chagrin qui n'était pas le sien, mais qu'elle ressentait maintenant avec la force d'un coup physique. Elle pleurait pour l'homme à l'écran, un mari en deuil, brutalement dépouillé de son dernier lien avec sa femme décédée. Elle pleurait pour la femme nommée
Élise, dont la mémoire était profanée pour le profit. Elle pleurait pour la vérité laide et terrible du monde qu'un monstre comme Victor Chevalier puisse gagner. Et elle pleurait pour son propre rôle involontaire dans tout cela, pour les milliards qu'elle et son entreprise avaient de gagner pendant que le véritable inventeur frottait ses sols, le cœur brisé, l'esprit écrasé. Le secret a été révélé et il avait laissé la PDG en larmes. Damienne la regarda, son propre chagrin momentanément oublié, remplacé par un étrange sentiment de justification. Il n'était pas fou, tout s'était passé. Les sanglots d'Hélène se calmèrent, remplacés par une longue respiration tremblante. Elle essuya ses yeux avec le dos de sa main, mais les larmes avaient emporté son sang-froid et laissé derrière elle quelque chose de bien plus dangereux. De l'acier pur et inflexible. Elle regarda Damien, ses yeux flamboyants d'un feu qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Et il n'a pas seulement enterré votre carrière ce jour-là, dit-elle, sa voix tremblante de rage, il a enterré une confession. » Elle referma l'ordinateur portable d'un claquement sec et final. « Maintenant, dit-elle, sa voix tombant à un murmure bas et dangereux, nous allons la déterrer et l'enterrer avec. » L'image granuleuse du visage de Victor Chevalier, déformée par la rage et la cupidité, semblait gravée sur l'écran sombre de l'ordinateur portable. L'air dans la planque était lourd de l'onde de choc de la confession. Damien ressentit un étrange sentiment de détachement, comme s'il venait de regarder une scène de film, une tragédie sur un autre homme. Mais la fureur brute et tremblante émanant d'Hélène Dubois était indéniablement réelle. « Il nous a donné l'arme, dit-elle, sa voix un grognement bas et dangereux. Il nous a tendu le couteau même qu'il a utilisé pour vous poignarder dans le dos. » Elle se mit à arpenter le grand salon, non pas avec une énergie nerveuse, mais avec l'intensité contenue d'un prédateur en cage. On ne peut pas simplement faire fuiter ça. L'équipe juridique de Chevalier le démontrait. Il prétendrait que c'est un deepfake fabriqué par un rival. Il nous enterrerait sous les procès et les injonctions. La police, ce serait mieux, mais un homme comme lui peut bloquer le système judiciaire pendant des années. La vidéo serait enfermée dans un casier à preuves pendant qu'il se promènerait libre sous caution. Elle s'arrêta, se tournant pour faire face à Damien, ses yeux brillants d'un feu éclatant et impitoyable. Non, pour ce qu'il a fait, une condamnation discrète ne suffit pas. Il a bâti son empire aux yeux du public. Il doit être détruit aux yeux du public. Nous devons créer une situation si publique, si indéniable, qu'il n'y a aucune échappatoire, aucune manipulation, aucun déni plausible. Damien, voyant l'esprit stratégique d'une PDG en guerre, sentit son propre but s'aiguiser. « Vous voulez tendre un piège ? Je veux construire une scène, » le corrigea Hélène, et faire de lui la vedette de sa propre exécution. Elle prit son téléphone et composa le numéro de son chef de la sécurité. « Marc, j'ai besoin de l'emploi du temps de Victor Chevalier pour la semaine prochaine. Chaque apparition publique, gala, conférence de presse, discours d'ouverture. Je veux savoir où il sera, avec qui il sera, et quelle sera la couverture médiatique. Et j'en avais besoin il y a 1 heure. » Pendant qu'ils attendaient, Hélène insista pour transformer la planque en forteresse. Elle fit poster 2 de ses agents de sécurité les plus fiables, en civil, discrets, mais bâtis comme des murs de briques, dans le hall et à leur étage. « Ils ne doivent pas vous quitter d'une semelle jusqu'à ce que ce soit terminé, » dit-elle à Damien. La sécurité de Léa est la priorité. 1 heure plus tard, l'ordinateur portable d'Hélène sonna. Le rapport de Marc était complet. Victor Chevalier devait être l'invité d'honneur du gala annuel de l'innovation automobile dans 2 jours. C'était l'événement le plus prestigieux de l'industrie, une soirée en smoking où grouillaient journalistes, investisseurs et les personnalités les plus puissantes du monde de la technologie. Il devait recevoir le prix du visionnaire de l'année. L'ironie, souffla Damien, un goût amer dans la bouche, il reçoit un prix pour le travail qu'il m'a volé. Et ça, dit Hélène avec un sourire sombre, c'est notre scène. Son esprit travaillait déjà, disséquant le problème en une série de mouvements stratégiques. Une cérémonie de remise de prix. Il y aura un écran géant derrière le podium pour les présentations, pour la diffusion en direct. L'événement entier sera retransmis en direct. Si nous pouvons pirater cette diffusion... « Comment ?» demanda Damien. « Un endroit comme ça aura un service audiovisuel professionnel, une sécurité de pointe. Et tout sera géré par des sous-traitants, » rétorqua Hélène, ses doigts volant sur son clavier. Les sous-traitants engagent des techniciens. Les gens ont un prix. Les gens ont des loyautés. Les gens ont des faiblesses. Marc se renseigne déjà sur la société de production qui gère l'événement. Nous trouverons un moyen d'entrer. Le plan commença à prendre forme au cours des heures suivantes. Un acte de sabotage d'entreprise désespéré s'est hacké au risque. L'équipe d'Hélène trouva leur vulnérabilité. Le technicien audiovisuel principal du gala était un jeune homme qui avait été stagiaire chez Dubois Automobile. Hélène l'avait personnellement encadré. Sa loyauté, assura Marc, lui était acquise, pas à son contrat temporaire.
Il serait leur homme de l'intérieur. Il pourrait changer la diffusion au moment crucial, mais seulement pendant environ 60 secondes, avant que les protocoles de sécurité du système ne tracent le piratage et ne le coupent. 60 secondes, dit Damien, regardant le fichier vidéo sur l'ordinateur portable. La confession de Victor, du moment où il dit « Élise est morte » jusqu'à la fin, dure 58 secondes. C'était parfait. Gaspard peut nettoyer l'audio, affiner l'image, ajouter des sous-titres, planifia Hélène à voix haute. Ce sera indéniable. Son téléphone sonna. C'était encore Marc. « Nous avons un problème », sa voix crépita. « Chevalier vient de changer le programme de l'événement. Il a ajouté un segment surprise à son discours d'acceptation. Il va annoncer le lancement de la Fondation Chevalier pour la sécurité routière. Son premier acte sera un don de plusieurs millions de dollars au centre de traumatologie de la ville. » Damien se sentit mal. Victor n'allait pas seulement recevoir un prix pour le système Ange Gardien, il allait utiliser la mémoire d'Élise, la tragédie même qui l'avait inspirée, comme accessoire pour sa propre philanthropie. C'était la profanation ultime. « Ce monstre », murmura Hélène, son visage pâle de dégoût. « Non », dit Damien, sa voix calme mais ferme. Il regarda Hélène, son expression se durcissant. « C'est bon pour nous. » Hélène le regarda confuse. « Bon, il transforme la mort de votre femme en coup de pub. »« Oui », acquiesça Damien, « et c'est à ce moment-là que nous déclencherons le piège. Pas au début de son discours, pas à la fin. Nous le frapperons au moment précis où il annonce la fondation. Nous le laisserons monter sur cette scène et parler de sécurité routière. Nous le laisserons se faire passer pour un saint. Et puis, quand son ego sera à son apogée absolu, nous montrerons au monde qui il est vraiment. Nous laisserons ses propres mots le démolir. » Hélène le fixa, un respect nouveau dans ses yeux. L'agent d'entretien abattu avait disparu. À sa place se trouvait le brillant stratège, l'homme qui comprenait l'esprit de son ennemi. Il savait exactement quel coup serait le plus dévastateur. « Vous avez raison », dit-elle doucement, « nous le laisserons construire sa propre potence. » Le plan était établi, le piège était prêt. Pendant les 48 heures suivantes, Damien et Léa restèrent cachés dans l'appartement, le monde extérieur retenant son souffle. Damien passa le temps à regarder de vieux films avec sa fille, essayant de projeter un calme qu'il était loin de ressentir. Chaque minute semblait une heure. Il était au bord d'un précipice, sur le point de faire un saut qui le verrait soit voler, soit s'écraser dans l'abîme en contrebas. Cette nuit-là, à la veille du gala, il se tenait dans l'embrasure de la chambre d'amis, regardant Léa dormir. Son visage était paisible, sans souci, son ours en peluche endommagé, Barnabé blotti sous son bras. Il avait soigneusement recousu l'œil bouton. C'était un petit acte de réparation simple, mais il semblait monumental. Il remettait les morceaux brisés de sa vie en place. Il pensa à Élise, à son esprit brillant et féroce. Il pensa aux 5 années d'obscurité. Demain, il retournerait à la lumière. Non pas comme une victime, mais comme un père se battant pour sa fille et comme un mari se battant pour la mémoire de sa femme. Demain, le fantôme aurait son mot à dire. La nuit du gala de l'innovation automobile était une symphonie de richesse et de pouvoir. Des lustres en cristal déversèrent leur lumière sur une mer de smoking et de robes de créateurs. L'air bourdonnait de rires polis, du tintement des coupes de champagne et du murmure de contrats de plusieurs milliards d'euros conclus entre les plats. Hélène Dubois, assise à une table près de l'avant, était l'image de l'élégance d'entreprise. Elle souriait, elle engageait la conversation, elle projetait une aura de calme inébranlable. Mais sous la surface, ses nerfs étaient tendus à l'extrême. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil à l'écran massif derrière la scène, son cœur martelait ses côtes. À des kilomètres de là, dans une camionnette commerciale banale garée à 3 pâtés de maison du gala, Damien Archer était assis à côté de Gaspard dans un centre de commandement mobile exigu. La camionnette était remplie de serveurs bourdonnants et de moniteurs affichant une douzaine de flux de caméras différents de l'intérieur de la salle de bal. Le technicien audiovisuel, un jeune homme nommé Léo, était assis à la console principale, le visage pâle et perlé de sueur. « La diffusion est à nous », murmura Léo, ses doigts planant au-dessus du clavier. « J'ai créé une boucle du logo de la fondation. Quand vous donnerez le signal, je contournerai le serveur principal et je brancherai le fichier vidéo de Gaspard. Nous aurons 58 secondes avant que leur système ne signale le piratage et nous coupe. » Les yeux de Damien étaient drivés sur le moniteur principal, qui montrait une diffusion en direct de la scène. Il avait laissé Léa à la planque avec Clara, l'assistante de confiance d'Hélène, et 2 gardes de sécurité. Elle était en sécurité. Il se l'était répété 100 fois, mais la peur pour elle était un nœud froid et constant dans son estomac. Il fallait que ça marche. Il regarda Victor Chevalier se frayer un chemin dans la salle, dégageant un charisme presque hypnotique. Il était le roi dans sa cour, acceptant les félicitations, ses dents brillant dans un sourire prédateur. Damien sentit une montée de haine froide. Enfin, le moment arriva. Le présentateur, un célèbre journaliste de l'industrie, annonça le lauréat du prix du visionnaire de l'année. Un homme dont l'engagement pour la sécurité et l'innovation est une inspiration pour nous tous, Monsieur Victor Chevalier.
La salle de bal éclata en applaudissements. Victor se dirigea vers la scène, baigné par la lueur des projecteurs. Il accepta le lourd trophée en cristal, le brandissant pour les caméras. Il commença son discours, sa voix douce et rodée. Il remercia le comité, son équipe, ses investisseurs. Il parla d'un avenir sans aucune fatalité routière. Les mains de Damien se crispèrent en poing. Dans la camionnette, le silence était absolu. « Et maintenant, dit Victor, sa voix gonflée d'une fausse émotion, je veux partager quelque chose de profondément personnel. La véritable innovation ne concerne pas seulement la technologie. C'est une question de cœur. Il s'agit de protéger nos proches. C'est dans cet esprit que je suis fier d'annoncer la création de la Fondation Chevalier pour la sécurité routière. » L'écran derrière lui s'illumina du logo élégant de la Fondation. La foule murmura son approbation. Certains commencèrent à applaudir le grand geste philanthropique. « Pour lancer la Fondation, continua Victor, son sourire à son apogée, je fais un don inaugural de 10 millions d'euros au centre de traumatologie de notre ville pour aider les familles touchées par des accidents tragiques. » Dans la camionnette, Damien se pencha en avant, ses yeux fixés sur le visage triomphant de Victor. Il vit le fantôme d'Élise, le souvenir de l'hôpital, les 5 années d'obscurité. Il pensa à l'ours en peluche de Léa, ses yeux arrachés. Il appuya sur le bouton de son casque. Sa voix était un murmure d'un calme mortel. Maintenant. Sur la console, les doigts de Léo dansèrent. Diffusion en direct. Dans la salle de bal, le logo de la Fondation sur l'écran géant clignota. Pendant une fraction de seconde, il fut remplacé par un écran de statique pure, provoquant un murmure confus dans le public. Victor, momentanément décontenancé, interrompit son discours. Et puis, elle apparut, une séquence granuleuse en noir et blanc d'un laboratoire industriel sombre. Les murmures confus se turent, remplacés par un silence tendu et curieux. À l'écran, un Victor Chevalier plus jeune criait. L'audio, nettoyé par Gaspard, était d'une clarté cristalline, explosant à travers le système de sonorisation de pointe de la salle de bal. Élise est morte, ce n'est pas un mémorial, c'est une mine d'or. Un hoquet collectif parcourut la salle. Sur scène, le sourire de Victor Chevalier se figea, puis fondit en un masque de choc brut et béat. Ses yeux passèrent de l'écran au public, son visage se vidant de toute couleur. « Je te détruirai, Damien, je te ruinerai si complètement que personne n'écoutera plus jamais un mot de ce que tu diras. Cette invention, c'est à moi maintenant. » Les journalistes dans la salle se précipitaient de déjà, leur téléphone levé, enregistrant. La diffusion en direct retransmettait chaque seconde horrible au monde entier. La salle était absolument silencieuse. Le seul son était la propre voix enregistrée de Victor, dégoulinant de venin et de cupidité, avouant ses crimes. Sur scène, Victor était piégé sous les projecteurs, insert dans les phares de sa propre création. Il agita frénétiquement les bras vers la régie audiovisuelle au fond de la salle, mais c'était inutile. La vidéo se termina par Victor se jetant en avant. L'écran revint à la statique pendant une seconde, puis au logo bénin du gala de l'innovation automobile. Un silence assourdissant et profond plana dans l'air pendant 3 longues secondes. Il fut rompu par un seul son sec. De sa table près de l'avant, Hélène Dubois se mit à applaudir, lentement et délibérément. Puis, la salle explosa dans le chaos. Les journalistes se ruèrent vers la scène, criant des questions. « Monsieur Chevalier, était-ce vous dans la vidéo? Qui est Damien? Avez-vous volé le brevet Ange Gardien ?» Victor recula en trébuchant, son visage une toile grotesque de terreur. Il ressemblait à un animal acculé. Son empire, sa réputation, sa vie entière se dissolvant autour de lui en 58 secondes. Il se tourna pour fuir, mais son chemin était bloqué. Des gardes de sécurité montaient sur scène, leurs visages sombres, et un groupe d'hommes et de femmes en costume sombre, leurs badges, les identifiant comme des agents de la brigade financière, se frayaient un chemin à travers la foule paniquée depuis l'entrée principale. Hélène avait passé un dernier appel juste avant la diffusion de la vidéo. Dans la camionnette, Damien regarda 2 agents encadrer un Victor Chevalier abasourdi et bredouillant. Il ne ressentit pas de triomphe, il ne ressentit pas de joie. Il se sentit juste calme, un sentiment de paix profond et viscéral. Le poids qu'il portait depuis 5 ans avait enfin disparu. Gaspard laissa échapper un long et bas sifflement. « Eh bien, dit-il, un lent sourire s'étalant sur son visage, on ne voit pas ça tous les jours. » Damien se pencha en arrière dans son fauteuil, la tension s'écoulant de lui, le laissant faible et tremblant. Il ferma les yeux, le fantôme avait parlé et le monde entier l'avait entendu. Le chaos dans la salle de bal n'était qu'un rugissement lointain et étouffé sur le moniteur. Damien regarda les agents escorter un Victor Chevalier pâle et sous le choc hors de la scène, son prix de visionnaire de l'année gisant, oublié sur le podium. Le roi avait été détrôné dans sa propre cour. Gaspard laissa échapper un long et lent soupir et commença à éteindre l'équipement avec une efficacité rodée. « Et ça, mon ami, dit-il en posant une main sur l'épaule de Damien, c'est ce qu'on appelle une prise de contrôle hostile. »
Le jeune technicien audiovisuel, Léo, fixait simplement l'écran, la bouche bée. On a vraiment fait ça? Mais Damien enlevait déjà son casque. La rage, la peur, l'adrénaline qu'il avait alimentée ces dernières 48 heures s'évaporèrent, laissant derrière elle un épuisement profond et viscéral et un seul besoin impérieux. « Je dois aller voir ma fille », dit-il, sa voix épaisse d'émotion. Il n'attendit pas de réponse. Il sortit de la camionnette et se mit à courir, non pas vers le gala, mais en s'en éloignant, élant un taxi d'une main tremblante. Tout le trajet jusqu'à la planque fut un flou. Il se sentait comme un plongeur en haute mer remontant trop vite, son corps et son esprit luttant pour s'adapter à un monde sans la pression écrasante sous laquelle il avait vécu si longtemps. À l'intérieur de la salle de bal, Hélène Dubois navigua dans le pandémonium avec un calme surnaturel. Alors que Victor était escorté dehors, elle fut approchée par l'agente principale, une femme au visage sévère nommée Agente Fournier. « Madame Dubois ?» dit l'agente, ses yeux vifs et évaluateurs. « C'était tout un spectacle. J'ai le sentiment que vous en savez plus que vous ne le laissez paraître. »« C'est exact, » répondit Hélène calmement. Elle tendit à l'agente une fine tablette de données cryptées de sa pochette. Sur cet appareil, vous trouverez le fichier vidéo original non édité, une déclaration sous serment de l'expert légiste qui l'a récupéré, les coordonnées d'un témoin matériel nommé François Rousseau et une déclaration complète de l'homme que Victor Chevalier vient d'avouer avoir détruit. Son nom est Damien Archer, il est le véritable inventeur du système Ange Gardien. L'agente prit la tablette, son expression indéchiffrable. « Vous semblez avoir pensé à tout. Un homme comme Victor Chevalier ne laisse rien au hasard. » dit Hélène, sa voix comme de la glace, « j'ai décidé de m'inspirer de lui. » Quand Damien atteignit enfin l'appartement, il tâtonna avec la carte-clé, sa main tremblant encore. Au moment où la porte s'ouvrit, Léa était là. Elle se jeta dans ses bras, enroulant sa petite silhouette autour de lui. « Tu as vu, papa ?» demanda-t-elle, sa voix étouffée contre sa poitrine. « Clara m'a laissé regarder les informations. Ils parlent de toi. Ils ont dit ton nom. » Il la souleva, son visage enfoui dans ses cheveux. Et pour la première fois en 5 ans, il n'eut pas à feindre un sourire. Les larmes qui vinrent n'étaient pas de chagrin ou de peur, mais de soulagement pur et sans mélange. Le poids avait disparu. Il n'était plus un fantôme, il était juste un père tenant son enfant. Les jours qui suivirent furent un tsunami médiatique. La confession du gala était la plus grande histoire au monde. L'empire de Victor Chevalier, Apex Dynamics, s'effondra comme un château de cartes. Son conseil d'administration démissionna, ses investisseurs s'enfuirent, et il fut frappé d'une montagne d'accusations fédérales desquelles il n'y avait aucune échappatoire. La vidéo était la preuve ultime, ses propres mots, son juge final. Une semaine plus tard, Damien se retrouva à nouveau à parcourir les couloirs de Dubois Automobile. Mais cette fois, il ne poussait pas un seau et une serpillière. Il portait un nouveau costume, un cadeau d'Hélène, et il se dirigeait vers le bureau panoramique, non pas comme un employé, mais comme un invité. Hélène l'accueillit à la porte, pas de derrière son bureau. Elle lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir, le même dans lequel il s'était effondré de désespoir juste une semaine plus tôt. Le brevet encadré avait disparu du mur. L'équipe juridique dit que le dossier contre lui est en béton, commença-t-elle, son ton chaleureux et professionnel. Il sera en prison pour très longtemps. Ses actifs ont été gelés. Une partie d'entre eux sera allouée à des réparations. Pour vous, elle fit glisser un dossier sur le bureau. C'est un calcul préliminaire des redevances de brevet que vous auriez dû percevoir au cours des 5 dernières années, plus les dommages et intérêts. C'est un chiffre important, Damien. Vous et Léa serez à l'abri pour le reste de votre vie. Damien ouvrit le dossier et fixa le chiffre. C'était une somme astronomique, de quoi lui faire tourner la tête. Mais en le regardant, il ressentit un surprenant manque d'émotion. L'argent était un outil, un moyen de donner à Léa l'avenir qu'elle méritait. Mais ce n'était pas le prix. « Merci Hélène », dit-il en fermant le dossier. « Pour tout. Je n'en suis même pas encore venu à la vraie raison pour laquelle je vous ai demandé de venir », dit-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Elle montra l'espace vide sur le mur où le brevet avait été accroché. « Cela vous appartient, mais j'ai une proposition. Je veux le raccrocher, mais cette fois, je veux que l'homme dont le nom y figure soit ici avec nous. » Elle se pencha en avant, son expression sincère. « Damien, ce que Victor vous a volé était plus que de l'argent. Il a volé votre but. Je veux vous le rendre. Je suis en train de créer une nouvelle division indépendante de recherche et développement dans cette entreprise. La division de sécurité avancée Dubois Archer. Sa seule mission sera d'inventer l'avenir de la sécurité automobile. Sans compromis, sans raccourci. Je veux que vous la dirigiez. Vous aurez un budget illimité, votre propre équipe, une autonomie complète. Tout ce que je demande, c'est que vous fassiez ce pourquoi vous êtes né. Sauver des vies. » Damien était sans voix. Il regarda Hélène, la femme qui avait été sa patronne, son alliée secrète, et maintenant sa partenaire en justice. Il vit le respect sincère dans ses yeux. Il pensa au laboratoire, aux frissons de la création, à la mission qu'il avait commencée au nom d'Élise. Tout lui était rendu, racheté et rendu entier.
Vous n'avez pas à répondre maintenant, dit doucement Hélène. Je n'en ai pas besoin, répondit Damien, un lent et authentique sourire s'étalant sur son visage pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Quand est-ce que je commence ? Un an plus tard, l'odeur d'ozone et de métal chaud avait remplacé l'odeur d'eau de javel et de cire à parquet dans la vie de Damien Archer. Il se tenait au centre de la division de sécurité avancée du bois Archer, un laboratoire spacieux et ensoleillé qui ressemblait plus à un paradis d'inventeurs qu'à une aile de R&D d'entreprise. Des tableaux blancs couverts d'équations complexes flanquaient des tables de conception holographique, et une équipe des plus brillants jeunes ingénieurs de l'industrie travaillait avec une énergie calme et concentrée. Damien n'était plus un fantôme. Il se déplaçait dans l'espace avec une confiance calme et facile, l'homme qu'il était toujours censé être. Il était vêtu d'une simple chemise et d'un jean, mais il commandait plus de respect que n'importe quel costume dans le bâtiment. Il avait retrouvé son but. Il examinait une projection 3D d'un nouveau réseau de capteurs quand Hélène Dubois entra, tenant 2 tasses de café. Elle n'entrait plus avec l'air formel d'une PDG, mais avec la chaleur familière d'une amie. L'épreuve qu'ils avaient traversée avait forgé un lien de confiance et de respect mutuel qui allait bien au-delà de la salle du conseil. Les premiers modèles de production avec le système Ange Gardien Gen 2 entièrement intégré sortaient au-dessus de la chaîne la semaine prochaine, nous l'indique-t-elle en lui tendant une tasse. L'héritage d'Élise, c'est enfin réel. Damien regarda le nom gravé sur le verre dépoli de la porte principale du laboratoire. Le centre d'innovation Élise Archer. Hélène y avait tenu. Elle aurait adoré ça, dit-il, la voix calme. Elle disait toujours que les meilleures conceptions étaient en celles qui protégèrent les gens. Plus tard dans l'après-midi, Damien quitta le laboratoire et conduisit une nouvelle berline du bois, l'un des premiers G-modèles équipés de son système perfectionné pour aller chercher Léa à l'école. Il la regarda sortir en courant du majestueux bâtiment en briques, son sac à dos rebondissant, son visage illuminé par la joie simple d'une enfant qui se sent en sécurité dans son monde. Elle bavarda joyeusement sur le chemin du retour, parlant de son cours d'art, de ses amis et d'un projet scientifique qui l'enthousiasmait. Damien écoutait. Le son de sa voix, la plus douce des musiques, la peur qui avait été sa compagne constante pendant 5 ans avait disparu, remplacée par une gratitude profonde et paisible. L'argent des réparations avait assuré leur avenir. Mais c'était ces moments simples et ordinaires qui étaient le vrai trésor. Ce week-end-là, tous les 3, Damien, Léa et Hélène, se tenaient sur une colline ensoleillée dans un cimetière tranquille. Ils étaient revenus inaugurer un nouveau banc en granit magnifiquement sculpté devant la pierre tombale d'Élise. Léa déposa un petit bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies à la base de la pierre. « J'ai parlé de maman à ma prof d'art, dit-elle doucement, regardant son père. Je peins un tableau d'elle, d'après cette photo sur ton bureau, celle où elle rit. » Damien s'agenouilla et la serra dans ses bras. Elle adorerait ça plus que tout. Hélène se tenait en retrait, leur laissant leur moment. Elle était devenue que une figure incontournable dans leur vie, une amie chère pour Damien et une figure de mentor chérie pour Léa. Elle les regardait, une famille y redevenue entière, non par le sang, mais par le courage et la loyauté, et ressentit un sentiment de paix qu'aucun cours de la bourse ou rapport de vente ne lui avait jamais donné. Damien n'avait pas seulement sauvé sa propre vie, il avait d'une certaine manière sauvé la sienne, lui rappelant le coût humain de l'entreprise qu'elle dirigeait et le bien profond qu'elle pouvait faire. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur l'herbe, Damien regarda le nom d'Élise, gravé dans la pierre, puis le visage lumineux et plein d'espoir de sa fille. Il avait réussi. Il avait traversé la plus sombre des vallées et était ressorti à la lumière de l'autre côté. L'héritage de sa femme n'était pas celui d'une tragédie, mais d'un salut. Il vivait dans chaque voiture qui quittait l'usine, dans chaque famille qui rentrait chez elle en toute sécurité. Bien sûr, voici le texte demandé. Maintenant, j'aimerais beaucoup échanger un peu avec vous. Par simple curiosité, quel âge avez-vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis toujours ravi ou ravie de savoir qui m'écoute. Et surtout, cette histoire que nous venons de partager ensemble, comment l'avez-vous ressentie? Vous a-t-elle touché, surpris, ou peut-être vous a-t-elle laissé pensif? Vos impressions sont très précieuses pour moi. Avant de continuer, je voudrais prendre un instant pour vous envoyer une pensée sincère. Du plus profond de mon cœur, je prie et je souhaite que la paix et la sérénité vous accompagnent chaque jour, dans les moments de joie comme dans les moments plus difficiles. Que vous puissiez toujours trouver un havre de tranquillité en vous. Maintenant, j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de cette histoire. Quelle est la première idée, la première émotion qui vous vient à l'esprit? Y a-t-il une leçon que vous en tirez, un personnage auquel vous vous êtes identifié? Partagez vos réflexions ci-dessous, j'ai hâte de vous lire et de discuter avec vous. Pour finir, je vous adresse à tous, ainsi qu'à vos familles et à ceux que vous aimez, mes vœux les plus chaleureux. Je vous souhaite une excellente santé, qu'elle soit robuste et durable, et que la paix règne dans vos cœurs et vos foyers.
prenez bien soin de vous.